juróom-ñetti waxtu ci guddi jot na mbaa xam ngeen fu seen doom yi nekk. Sur les antennes de la télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. De violentes bagarres à Koungheul entre gendarmes et conducteurs de taxi. Les locaux de la gendarmerie ont été saccagés selon nos confrères de Dakar Actu. Ziguinchor, moins de 24 heures après leur violent affrontement avec les forces de l'ordre, les étudiants ont décrété une grève illimitée. Ils réclament entre autres la libération de leurs camarades arrêtés à la suite de la manifestation. Débat sur le pétrole et le gaz. Woré Ganasek souhaite que cela ne se limite à l'allocation des budgets issus du pétrole. La directrice de Greenpeace pense que la priorité est de se pencher sur les répercussions de l'exploitation sur l'environnement. Et puis la journée nationale des mutilés de guerre célébrée ce matin. Un rescapé de la guerre en Casamance s'est confié à notre reporter Yeli Ndiaye demande à l'État de revaloriser les pensions de ses compagnons. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Tout d'abord, cette vive tension à Koungheul avec des affrontements qui ont opposé gendarmes et taximens. Ces derniers s'insurgent contre la campagne lancée par l'autorité locale exigeant des assurances et cartes grises aux conducteurs de taxi. On note 2 blessés des 2 côtés. La gendarmerie a été saccagée certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À Ziguinchor, après leur violent face-à-face avec la police, les étudiants de Ziguinchor sont toujours en mouvement d'humeur. Ils ont décrété ce matin une grève illimitée. Ils réclament entre autres la libération de leurs camarades et le paiement des bourses à l'origine des troubles. Abdou Fall, leur porte-parole, que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Oui, actuellement, jusqu'à présent où je parle avec vous, il y a des étudiants qui sont au commissariat central de Ziguinchor. Ils sont au nombre de 10 étudiants. Ils sont actuellement et ils ont passé là-bas la nuit. Actuellement, oui, il y a des blessés, il y a 14 blessés et 4 étudiants touchés par une balle blanche. Mais ces étudiants actuellement, alhamdoulilah, ils sont sortis. La plateforme revendicative, c'est simple. Nous, ce qu'on demande, c'est le paiement effectif des bourses. On ne demande rien d'autre. En fait, on a tout fait, on a prôné avec la diplomatie, mais ça n'a abouti à rien. On est parti sur Dakar, discuter avec le directeur des bourses, mais jusqu'à présent, il nous a donné les états. Et s'il donne les états, ça en reste entre étudiants et l'écobanque. Non, nous, on vous dit, hein, et on ne recule jamais. Le combat continue. Aujourd'hui, on a décrété illimité. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de l'administration, c'est illimité. Au fait, c'est illimité de blocus. Ce qui veut dire que l'administration rectorale, eux, ils ne vont plus accéder à l'université, de même que tous les professeurs de l'université, le corps professoral. Et puis, selon notre correspondant, des sources policières soutiennent que parmi les 10 étudiants interpellés, 6 seront devant le procureur pour rassemblement illicite et destruction de biens appartenant à autrui. Art Lignoboko évalue sa manifestation d'hier à la place de la Nation. La note est plus que positive selon le docteur Babacar Diop. La plateforme citoyenne qui se dit victime d'une double agression de la part du pouvoir en place prévoit chaque semaine des rassemblements pour exiger la lumière sur la gestion de nos ressources naturelles. Je vous propose d'écouter Babacar Diop interrogé par Alassane Ba et Mohamed Dia. Nous devons rendre hommage à la jeunesse du Sénégal qui a épargné notre peuple d'une nouvelle et universelle honte. Si elle n'avait pas manifesté, ça allait constituer une honte devant le monde entier. Et c'est pourquoi nous rendons hommage à notre jeunesse. Pendant ce temps, les chapardeurs de la République, je dis bien les grands chapardeurs de la République, ont usé de la violence pour mater le peuple. Nous avons subi une double agression. D'abord,
nous avons été volés, spoliés. On a hypothéqué notre avenir, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ensuite, les chapardeurs de la République ont usé de la violence pour nous mater, pour nous réprimer, pour nous matraquer. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons subi une double violence. Mais nous voulons dire aux chapardeurs de la République que ce n'est que le début d'une lutte qui va être longue, mais que nous gagnerons. Et cette lutte se déroulera et rien ne pourra l'arrêter. Et ce sera comme un rouleau compresseur et qui finira donc par écraser la camarilla politique corrompue nichée donc au sein donc de la République. À partir de la semaine prochaine, Le débat sur le pétrole et le gaz qui continue de faire des choux gras de la presse sénégalaise avec l'allocation des budgets issus du pétrole. Il y aura Madame Ouarégana Seck qui en parle et qui pense que la priorité est plutôt ailleurs. La directrice de Greenpeace Sénégal pense qu'il faudrait sérieusement se pencher sur les questions environnementales liées à la gestion des ressources halieutiques. Il en parle dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Selatia. Entamant sa communication autour des questions environnementales, la pollution de l'air, la présidente de la commission environnementale du Conseil économique, social et environnemental et directrice de Green Sénégal confirme sa vive préoccupation sur le pétrole et le gaz. Bien sûr que nous avons parlé de l'allocation des budgets issus du pétrole, mais nous avons aussi incité sur les plans environnementaux et sociaux du pétrole. En cas de problèmes comme les marées noires, etc., qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous savons que le pétrole est assez toxique sur les ressources halieutiques. Rappelons le prix qu'elle attache à la prise en charge prioritaire des problématiques liées à la gestion des gens de mer et des ressources halieutiques. Ouarégana Seck invite le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour éviter le pire. Des exemples ont été cités. Exemple de BP. BP a eu, il y a quelques années, dans le golfe du Mexique, une marée noire. Les oiseaux, les poissons. Vous imaginez du goudron sur les ailes des oiseaux, ils ne peuvent plus voler. Ça veut dire qu'on les tue en mer. Ces produits pétroliers soient déversés sur le littoral. Nous sommes une communauté de pêcheurs. L'émanation même que les reflux des puits de pétrole puissent engendrer une pollution au niveau de ces zones. Mardi prochain, nous avons ici à Thiès un atelier sur le pétrole. Pas sur la gouvernance du pétrole, mais sur la toxicité même du pétrole. 36 groupements de femmes et de jeunes qui travaillent dans l'entrepreneuriat social, les emplois verts, ont participé à cette journée de l'environnement. Ces organisations ont reçu 16 millions de francs CFA. Nous parlons de toute autre chose à présent avec la place des langues nationales à l'ère du numérique au cœur d'un panel organisé par le Cercle linguistique et sciences du langage de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Beaucoup de manquements sont notés, comme vous allez le voir dans ce compte-rendu signé Maguette Souaré-Diallo et Mardia. Depuis quelques années maintenant, les médias numériques occupent une place importante dans la diffusion de l'information. Toutefois, l'introduction des langues sur les réseaux sociaux n'est pas encore effective. Il faut le regretter que les langues nationales ne sont pas en train de jouer le rôle qu'elles devraient jouer à l'ère du numérique. Parce que la plupart des langues ne sont pas encore outillées. Il n'y a pas suffisamment de documents produits sur la langue nationale, encore moins sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. Même constat dans le système éducatif, malgré la présence de 6 langues nationales dans le programme scolaire. Naturellement, les langues nationales du Sénégal, leur introduction dans le système éducatif, ce n'est plus une question de possibilité, c'est une évidence. Parce que si le Sénégal veut réussir le pari de l'éducation, il n'a qu'à intégrer les langues nationales dans le système éducatif, d'éradiquer complètement le français
mais les langues nationales vont accompagner le français pour que l'on puisse avoir un système éducatif performant. Pour que le Sénégal en a besoin. Aucun pays ne peut se développer sans ses langues nationales. C'est impossible. Le cercle linguistique et sciences du langage de l'UCAD lutte pour la reconnaissance des langues nationales dans les écoles. Les membres du CERLIS-là soutiennent que l'insertion des langues nationales à l'école ne serait que bénéfique pour les apprenants. Éducation traditionnelle et laïcité, c'est le titre du nouvel ouvrage du professeur Babacar Traoré, une étude du système éducatif sénégalais qui doit être réformé selon lui. L'enseignant-chercheur préconise l'inclusion des langues nationales et des religions dans les salles de classe. Les détails dans cet élément signé Youssou Baro et Koumba Amatlo. Après 46 ans d'expérience dans l'enseignement, professeur Boubacar Traoré identifie les mots du système éducatif sénégalais, éducation traditionnelle et laïcité, un ouvrage témoin de l'histoire. Je suis un acteur de l'éducation. J'ai enseigné, aussi bien au Sénégal, mais en France aussi, j'ai enseigné. Donc, je me suis toujours posé la question qu'un pays ne peut se développer que s'il enseigne ses enfants dans sa propre langue. C'est indispensable et c'est primordial. Il se trouve qu'au Sénégal, on a une école française au Sénégal, mais on n'a pas une école sénégalaise encore. Parce qu'on enseigne encore en français. Tout est en français. Et c'est dommage. L'enseignant-chercheur prévoit aussi dans ce livre une série de réformes dans l'éducation nationale. Tenir compte de l'islam, de nos religions et le catholicisme, qui sont les fondements de chez nous. Nous sommes foncièrement croyants et pratiquants. Et il faut qu'on en tienne compte dans notre système d'enseignement. Dans nos familles, c'est là. La religion est là, présente. Les langues maternelles sont là, présentes. Il faut qu'on en tienne compte pour nous développer. L'instituteur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Sa retraite, le moment rêvé pour s'investir au service de l'éducation. Parlons de toute autre chose à présent. Le vol de bétail en problème pour les populations de Moyenne, Fahan et environ de Bambey. Elles ont marché pour exiger l'électrification de leur village. Seule solution à ce problème, elles ont aussi réclamé de l'eau potable. Babacar Diouf. La conséquence principale, c'est le vol de bétail. Il y a aussi des agressions. Il y a aussi des agressions de toutes sortes. Nous voulons d'abord que les poteaux soient dressés. Les poteaux là. Les poteaux électriques. Les poteaux. Oui, nous voulons aussi de l'eau. Nous voulons un château d'eau. Nous voulons aussi un poste de santé. Un poste de santé. Allez-y, applaudissez. Les poteaux sont là depuis quand? Depuis un an et un mois. Les poteaux sont là depuis un an et un mois. Depuis juin. Depuis juin 2018. Et jusqu'à présent? Jusqu'à présent, rien n'est fait. Nos excuses pour les dysfonctionnements notés dans ce reportage. Département de Nioro. Les populations du village de Sonkorong dans la rue, et ils ont crié leur ras-le-bol pour cause. Elles manquent d'eau potable, de l'électricité. Ils n'ont pas encore de poste de santé. Les femmes souffrent le martyre pour rallier les structures sanitaires. Samba Sissé, leur porte-parole, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahim Diamé. Que Sonkorong est un village historique dans le Saloum, dans le bassin arachidier. C'est un village composé de plus de 5000 âmes ici. Les routes sont impraticables et il n'y a pas de poste de santé. Le poste de santé le plus proche se trouve à 8 km d'ici. Donc aussi, une femme est en train d'accoucher, elle sera obligée de monter des charrettes pendant des kilomètres, au long de kilomètres pour accéder au premier poste de santé. Vraiment, c'est une chose que l'on veut. Nous sommes à 1 mile de l'électricité, c'est-à-dire 1,5 km qui nous sépare avec l'électricité. Vraiment, une telle population, vraiment, nous sommes dans le désarroi et on est très fatigué de cette situation. Maintenant, on implore l'administration, l'État,
et toutes les autorités compétentes de nous venir en aide parce que la situation est tellement désastreuse. Vous voyez vous-même, il n'y a qu'un seul puits dans le village et l'eau est inutilisable. C'est vrai que l'État a fait un effort en nous donnant un château d'eau. Mais les travaux ont démarré depuis 2015. Jusqu'à présent, il n'y a pas une goutte d'eau dans le village. Le réseau d'excellence sur la gouvernance foncière en Afrique de l'Ouest francophone se dit préoccupé par les problèmes fonciers en Afrique, raison pour laquelle ces membres ont convié des universitaires pour réfléchir sur la mise en place d'un cadre réglementaire favorisant le développement. Le professeur Ibrahima Diallo, coordonnateur du Centre d'excellence sur la gouvernance foncière, au micro d'Al-Hassan Ba. L'ampleur des conflits fonciers en Afrique, partout, on en parle. Raison pour laquelle l'Union africaine a essayé de trouver les voies et moyens pour qu'il y ait la paix sociale en Afrique. Parce qu'il ne peut pas avoir de développement sans la paix sociale. Or, nous remarquons qu'il y a des conflits fonciers très importants. L'approche propose une rupture. Avant, pendant longtemps, vous voyez, les législateurs s'enfermaient dans des bureaux pour légiférer. Et les textes étaient en décalage avec la réalité. Et donc, ça ne contribuait pas à réduire les conflits fonciers. Mais aujourd'hui, nous inversons avec une méthodologie claire, avec des processus, avec des outils, tout ceci pour qu'effectivement les États soient outillés pour qu'il y ait une bonne gouvernance foncière. Parce que s'il n'y a pas de bonne gouvernance foncière, comme je l'ai dit, l'insécurité alimentaire va persister et que nos populations, effectivement, seront de plus en plus menacées. À titre d'illustration, je donne toujours l'exemple du Sénégal. Je dis le Sénégal, aujourd'hui, la population tourne aux environs de 15 millions. En 2050, la population du Sénégalais sera estimée à 35 millions. Comment faire vivre en 2050 les 35 millions de Sénégalais sur un espace qui ne grandit pas, sur un espace qui subit des agressions, et ces agressions, c'est la salinisation des terres et l'accaparement des terres par des privés. Donc si on ne fait pas attention, en 2050, les Sénégalais ne mangeront pas à leur faim. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, la journée dédiée aux blessés de guerre, marquée par une série de festivités. Les concernés se sont retrouvés à la base militaire de Ouakam pour célébrer la 3e édition de cette manifestation. Les explications du général Marax, commandant des éléments français au Sénégal, au micro de Maïmouna Ndiaye. C'est une initiative qui a été lancée il y a 3 ans en France par l'armée de terre. Et donc nous souhaitions également faire ce type d'activité au Sénégal avec nos camarades sénégalais, de façon à montrer notre amitié et notre attachement à ceux qui ont su aller jusqu'au bout de leur engagement, au risque de leur vie et de leur intégrité physique. Et tout naturellement pour renforcer nos liens déjà très forts entre armée française et armée sénégalaise. Aujourd'hui, donc, ça a commencé par une cérémonie de couleurs, de façon à ce que tout le monde se retrouve face à ces drapeaux, puisque le but des armées, c'est quand même de défendre nos nations. Donc on commence toujours par une cérémonie de couleurs. Ensuite, il y a eu cette activité sportive, ce challenge sportif de foot entre forces armées sénégalaises et éléments français au Sénégal. Et ça terminera ce soir avec un concert caritatif qui sera donné au musée des civilisations noires au profit justement de nos blessés de guerre. Et puis, ce rescapé de la guerre en Casamance, c'était en 1998, Yeli Ndiaye, qui s'est confié à notre reporter Maïmouna Ndiaye. Il demande à l'État de valoriser les pensions de ses compagnons. Quand il quittait Dakar après les événements de Madina Mankagne en 1997, le soldat voulait faire sa carrière dans l'armée, lever haut le drapeau de son pays. Un rêve brisé après seulement quelques mois au front. Quand j'ai tiré sur une caisse qui possédait des artifices, donc il y avait un couvercle de mine qui avait explosé et qui avait entraîné la blessure de ma jambe qui était complètement atteinte. Alors finalement, les gens m'ont évacué, ils ont procédé à l'évacuation. Ils ont essayé de récupérer la jambe, mais il n'y avait pas assez de chance pour la récupérer. À l'époque, exactement en novembre 1998, le sous-officier du génie venait de capitaliser 17 ans de service. Du coup, tout a basculé. Mon épouse a tout fait pour me faire revenir. Donc il a tout fait pour essayer de rehausser mon moral.
Bon, finalement, j'ai essayé avec les amis qui venaient de tout le temps, les parents qui m'encourageaient. Bon, finalement, je me suis dit que voilà, c'est le destin. Les années passent, la prise en charge toujours pas complète. Issu de la guérison de la plaie, donc ils ont procédé à l'appareillage. Donc il m'a permis d'effectuer une très bonne mobilité à ce jour. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est la revalorisation de la pension. La pension ne suffit pas pour subvenir à nos besoins sociaux. Yeri Ndiaye, soldat dans l'âme, parle avec passion de sa carrière dans les rangs. 20 ans après, il vit toujours dans la maison familiale. En cette journée qui leur est dédiée, un message. Pour les grands mutilés de guerre, ils doivent être bien assistés pour leur permettre d'obtenir, de bénéficier dans le programme un grand mutilé de guerre, une villa. En sport, Aliou Cissé qui s'attend à une première phase difficile avec des adversaires coriaces. Le sélectionneur national parle des forces de ces équipes qui composent la poule des Lions. Je vous propose de l'écouter. Depuis le mois de mars, on sait quelle est cette équipe tanzanienne qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est capable de jouer un 4-2-3-1, qui est capable de jouer un 4-4-2 avec un bloc bas très costaud. Et puis, ils ont quand même des individualités devant, comme Samata, capable de faire aussi la différence. Donc, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux, ne pas les sous-estimer. Les Kenyans, c'est pareil, c'est une équipe très solide. Une équipe qui s'est qualifiée, certes, à la dernière journée. Mais s'ils sont là parmi les 24 équipes africaines, c'est parce qu'ils le méritent. L'Algérie n'est plus à présenter. L'Algérie a son sein en ballon d'or africain, a aussi le meilleur joueur de la Première Ligue, je crois, en 2017, je nomme Mahrez. Ils ont aujourd'hui des garçons comme comment il s'appelle le garçon qui joue à Porto, Brahimi. Donc je crois que c'est des garçons aujourd'hui qui ont le trempe international, le trempe mondial. Donc nous savons que nous allons vers des matchs très, très compliqués. Mais justement, pour le Sénégal, ce sont ces genres de matchs-là qui peuvent vraiment nous montrer notre solidité, nous montrer aujourd'hui toutes nos forces. Comme je le dis, il n'y a plus rien qui peut se cacher aujourd'hui. Ils savent comment nous jouons. Nous aussi, on sait comment ils jouent. Donc, ça sera un rapport de force. Et ce rapport de force-là, il faut que le Sénégal soit gagnant de ça. Puis, adversaire du Sénégal dans le groupe C, le Kenya a été tenu en échec par la République démocratique du Congo. Un but partout cet après-midi. L'attaquant kényan Michael Olunga a ouvert le score avant l'égalisation signée Arthur Muzawaku dans la préparation de la CAN. Le Sénégal va se mesurer au Nigeria ce dimanche et ce lundi, 2 rencontres à huis clos à partir de 17h à Smaïli. Et puis, retenez que mondial U20, c'est l'Ukraine qui a été sacré champion du monde. Les Ukrainiens se sont imposés en finale plutôt 3-1 face à la Corée du Sud. Retenez que dans cette compétition, l'attaquant sénégalais Ahmadou Sagnan a fini soulier de bronze dans cette compétition, c'est-à-dire 3e meilleur buteur. Et puis retenez en basketball, Maître Babacar Ndiaye a renfilé à la tête de la Fédération sénégalaise de basketball à l'issue de l'Assemblée générale qui s'est déroulée ce matin. Donc il a été élu par acclamation. Et puis ce reportage de nos envois spéciaux en Espagne, il a quitté le Sénégal pour s'implanter à Alicante. Ça lui a plutôt réussi, mais rien n'a été facile. Pour en savoir davantage, suivez ce reportage signé à Mamfatou Ndoye et Hamza Diallo. Nous rencontrons ce Modou Modou qui, après un passage à Tenerife, s'est installé ici à Alicante, dans le sud-ouest du pays, l'un des sites les plus touristiques de l'Espagne. Mais la crise est passée par là. C'est une ville touristique, il y a pas mal de touristes. Bon, on est là pour vendre quoi. D'accord, l'Europe d'aujourd'hui, c'est pas comme il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais
on se contente de ce que l'on a. Ousmane reconnaît que la cohabitation avec les hommes de loi est difficile. Ici à Alicante et partout ailleurs en Espagne. Et pour cause, les marchands ambulants, qu'ils sont, travaillent dans l'illégalité. C'est pas du tout facile, mais on s'en sort quand même. Puisqu'avec les policiers, comme on dit, ce sont des cousins. Ouais, c'est la course-poursuite, quoi. On n'est pas légaux et occupation anarchique, comme on dit, mais bof, ils sont un peu tolérables sur ça. Des fois, ils nous sassent quand même. Le choix de Luc-André Diouf comme député aux dernières élections législatives en Espagne est un signal fort pour les immigrés et surtout leur progéniture. Ça signifie que nous, les Africains, on n'a pas de limite. On n'a pas de limite. On n'est pas venu juste ici pour vendre. Il faut qu'on essaie de faire d'autres choses. Étudier surtout. Essayer de faire d'autres choses, quoi. Ça donne de l'espoir. Ouais, ça donne de l'espoir. Une progéniture qui doit réussir sur le sol espagnol où elle est née sans perdre les valeurs et traditions du pays d'origine. C'est un peu difficile, mais il faut qu'on les apprenne qu'on est des Sénégalais. Ils ne sont pas des Espagnols, ce sont des Sénégalais. Bon, c'est un peu difficile puisque ce n'est pas la même chose. C'est deux cultures qui sont différentes, mais c'est vraiment difficile, quoi. Mais quand même, on s'en sort. Ouais. À l'image de beaucoup d'immigrés, nombreux sont donc les défis de Ousmane Fall, qui vit entre deux eaux, ici avec les enfants, tout en pensant à ceux qu'il a laissés derrière lui. Là, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.